Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations retenues pour la région, suivies d'une entrevue avec Mme Sylvie Saint-Amand, présidente de la Fédération des femmes du Québec, pour souligner la fin des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Notre journaliste Marie-Ève Brisebois rencontre Daphné Champagne de Recyc Québec pour discuter des nouveautés à venir en 2025 concernant la gestion des matières résiduelles. On reçoit également Mme Gassienne Desrochers de la Corporation des thérapeutes du sport du Québec pour parler de l'importance de la préparation physique en vue des sports d'hiver. Finalement, Mme Marilyn Nadeau, préfète de la MRC-VR, revient sur les faits saillants de la toute dernière séance du Conseil de l'année. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission! Voici vos actualités et informations sélectionnées par l'équipe de TVR9 pour la vallée du Richelieu. Afin d'offrir aux élèves des cours d'école stimulantes, le député de Bordua, ministre de la Justice et leader parlementaire du gouvernement, M. Simon Jolin-Barrette, a annoncé un investissement de plus de 395 000 $ pour permettre la réalisation de 4 projets d'amélioration de cours d'école dans la circonscription de Bordua. Ces projets permettront une utilisation optimale en toute saison, en plus d'offrir une variété d'activités et de jeux pour les jeunes. Ainsi, les élèves pourront bénéficier d'espaces extérieurs favorisant l'activité physique. Un mode de vie actif les aidera ainsi à être mieux disposés envers leurs apprentissages en classe. Les écoles Saint-Mathieu, Au fil de l'eau et de la Pommeraie du Centre de service scolaire des Patriotes recevront chacune 100 000 $ pour l'aménagement d'une classe extérieure, alors que l'école Cedar Street pourra ajouter un module de jeu et de l'équipement sportif grâce à un investissement de plus de 95 000 $. La ville de Belleuil est maintenant certifiée Communauté bleue par l'organisme Au Secours. Cette certification confirme que la ville reconnaît l'eau comme un bien commun et faisant partie du patrimoine commun que tout le monde partage et dont la responsabilité incombe à toutes et à tous. Par cette certification, la ville de Belleuil s'engage à reconnaître l'eau et les services sanitaires comme droit de la personne, à interdire la vente et la distribution d'eau embouteillée dans les établissements municipaux et lors d'événements municipaux et à maintenir le contrôle public sur les infrastructures d'eau et d'eau usée. Au Québec, la ville de Belleuil est la 45e communauté bleue, la 6e en Montérégie et la 3e de la MRC-VR après Autoburn Park et Saint-Marc-sur-Richelieu. Dans le cadre de la démarche de participation publique visant l'élaboration d'une politique des aînés et d'un plan d'action, de même que l'obtention de la reconnaissance du programme Municipalité Amis des aînés, la Ville de Chambly a partagé les résultats du sondage par l'entremise du portail Espace Chambly. Cet exercice visait à établir un portrait juste de la réalité, des besoins et des perceptions des personnes de 55 ans et plus et de connaître les différentes améliorations qui pourraient être apportées. Au total, ce sont plus de 246 personnes qui l'ont complété. 95 % des répondants étaient âgés de plus de 55 ans. Toujours du côté de Chambly, la Ville souhaite aviser les citoyens qu'elle procédera très prochainement à la démolition du bâtiment logeant le Centre nautique Gervais-des-Ourdis. La démolition complète du bâtiment sera assurée par le service des travaux publics. La Ville étudie actuellement différents scénarios pour la mise en place d'une solution temporaire qui permettrait au Centre nautique Gervais-des-Ourdis d'assurer normalement ses activités au printemps et ainsi maintenir son offre de services pour les quelques 10 000 visiteurs qu'il reçoit annuellement en période estivale. Afin d'assurer l'intégration et l'inclusion de tous les jeunes au sein des camps de jour estivaux, la Ville de Saint-Basile-le-Grand annonce la 15e édition de son programme d'accompagnement spécialement conçu pour les enfants de niveau primaire qui vivent avec des réalités particulières telles que le trouble du spectre de l'autisme ou un handicap intellectuel, moteur, visuel ou auditif. Si votre enfant a reçu un diagnostic ou est en cours d'évaluation, ce programme pourrait répondre à ses besoins. Pour permettre à votre enfant d'en bénéficier lors des camps de jour de l'été 2025, vous êtes invité à remplir les formulaires disponibles sur le site de la Ville et les retourner au plus tard le 31 janvier 2025. C'était vos actualités TVR9. On vient tout juste de terminer les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes et aujourd'hui, on reçoit Mme Sylvie Saint-Amand. Vous êtes présidente de la Fédération des femmes du Québec. Bienvenue dans nos studios. Merci de me recevoir.
Tout d'abord, puis on va en reparler de ces 12 jours d'action-là, mais tout d'abord, la Fédération des femmes du Québec, c'est quoi votre mission? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Oui, en fait, la Fédération des femmes du Québec, c'est, comme le nom le dit, une fédération. Donc, on est une organisation féministe qui a des membres associatifs et individuels. Donc, dans nos membres associatifs, on a tous les grands regroupements, même des groupes locaux tels que les CALAX, les centres de femmes, les maisons d'hébergement, les syndicats, les comités de conditions féminines des syndicats et des individus féministes à travers le Québec. Mm-hmm. Puis, votre rôle, c'est vraiment de représenter ces organismes-là. Dans quel but exactement? Bien, en fait, nous, on a surtout un rôle de représentation médiatique et au niveau politique. Donc, on fait des analyses à l'aide, conjointement avec nos membres aussi, parce qu'on a des membres spécialisés. Nous, on est plus des généralistes. Donc, on couvre vraiment tous les pans de la condition féminine. Mm-hmm. Donc, que ce soit les violences, que ce soit la pauvreté, tout ce qui concerne les femmes, les inégalités envers les femmes. Et on a, c'est ça, ce mandat-là de représentation. Donc, on fait des analyses, on dépose des mémoires, on rencontre les politiciens, on rencontre les médias, donc pour porter cette analyse-là dans la société. Oui. Puis quand on parle d'égalité entre les hommes et les femmes, bon, on le dit souvent, il y a encore du chemin à faire. Êtes-vous optimiste par rapport à ça? Bien, il faut être optimiste parce que sinon, on ne ferait pas ça. En fait, on dit toujours on va être féministe tant qu'il le faudra. Donc, on va continuer la lutte jusqu'à ce que les inégalités soient disparues. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis, c'est pas pour rien qu'on est encore là. C'est pas pour rien que la Fédération va avoir 60 ans et qu'on a encore du travail à faire. Oui, elle est encore pertinente en 2024, bientôt 2025. Oui. On vient de terminer les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Donc ça, c'est 12 jours très symboliques. On voit d'ailleurs le ruban blanc que vous portez. Qu'est-ce que ça symbolise, le ruban blanc? En fait, c'est la violence faite aux femmes. Fait que c'est comme la paix, disons, pour les femmes. C'est ce qu'on recherche. Oui. Puis, la thématique cette année, c'était la cyberviolence genrée. Oui. Donc, vraiment, une cyberviolence qui est ciblée envers les femmes. À quoi ça peut ressembler, de la violence en ligne? Ça peut être du harcèlement, donc sur les réseaux sociaux, des hommes qui contactent, ou en tout cas des personnes qui contactent des femmes pour les insulter, pour insister là, sur certaines choses. Il peut y avoir aussi, on appelle ça du doxing, c'est de la recherche d'informations personnelles et la divulgation publique d'informations personnelles comme les adresses, les numéros de téléphone. Il y a aussi la divulgation de photos intimes de façon non consentie. Donc, ça, c'est vraiment un grave problème chez les jeunes. C'est un fléau. Oui. Puis ça, bien, évidemment, ça contribue à la violence dont énormément de femmes sont victimes. On parle d'une femme qui est tuée dans le monde à chaque 10 minutes. Cette année, l'année n'est pas terminée, mais on est présentement à 25 féminicides au Québec. C'est quoi le portrait un peu au niveau de la Montérégie? Bien, malheureusement, il y a déjà 9 féminicides en Montérégie. C'est vraiment la plus forte proportion. C'est plus d'un tiers de tous les féminicides. Il y a d'ailleurs la campagne, la prochaine est encore en vie, qui est en cours. C'est justement pour prévenir, pour faire en sorte que la prochaine, qui pourrait être victime de féminicide, ne le soit pas et reste en vie. Oui. Puis comment est-ce qu'on prévient ça? C'est une bonne question. En fait, c'est surtout une question de sensibilisation. Donc, plus on va en parler, plus ça risque de diminuer. On demande aussi aux gens d'être vigilants, de voir si vous êtes témoin de quelque chose, si vous doutez que dans votre entourage, un membre de votre famille pourrait être victime de ça. Renseignez-vous sur les ressources, discutez-en, donnez l'information. Il y a SOS Violence conjugale aussi, qui est la bonne ressource pour aller chercher de l'information sur qu'est-ce qui est possible de faire dans ces cas-là. Oui, puis même ici, à Belleuil, il y a différents organismes aussi là, qui peuvent contribuer. Je parle de Belleuil, mais également aux alentours. Oui, c'est ça. Bien, particulièrement à Belleuil, on a le Centre de femmes L'Essentiel qui existe. En fait, les centres de femmes, c'est un service de première ligne pour les femmes. C'est une ressource gratuite, ouverte du lundi au vendredi. Et les femmes peuvent entrer là et avoir des ressources plus spécifiques. Là,
Fait que tout dépendamment du besoin de la femme, le centre de femmes va l'accompagner vers la bonne ressource. Oui, donc ça peut être une porte d'entrée là, pour quelqu'un qui a besoin d'aide. Voilà. Évidemment, on pourra en parler longuement. Merci, Mme Saint-Amande, d'être passée à nos studios. Puis, ça me fait plaisir. Évidemment, on souhaite là, que l'année se termine sans féminicide. En effet. Oui. Merci beaucoup. Il y a du nouveau pour Recycle Québec. Madame Champagne, conseillère en communication. Tout d'abord, quelle est la mission de Recycle Québec? Oui, en fait, Recycle Québec, on est une société d'État dont la mission, c'est vraiment d'amener le Québec à réduire, réutiliser, recycler ses matières au maximum. On essaie de faire du Québec un modèle d'économie circulaire là, pour tout ce qui est les matières résiduelles. C'est pas une mince affaire puisqu'il y a quand même plusieurs lois dans chaque municipalité. Comment ça fonctionne pour vous? Oui, bien en fait, il y a plusieurs distinctions qu'il faut prendre en compte territoriales, que ce soit les communautés nordiques ou certaines différences au niveau du compostage, selon est-ce qu'on est dans la biométhanisation, est-ce qu'on a un centre de compostage à l'extérieur. Donc, ça peut amener des petites variantes, mais heureusement, il y a des outils, puis on est là pour accompagner le citoyen, mais aussi les municipalités à y voir plus clair. Oui, vous mentionnez aussi les outils en ligne. Maintenant, c'est très à la mode, donc vous avez une application pour ça. Oui, on a l'application gratuite Ça va où qu'on peut télécharger là, sur partout où on peut trouver des applications qui aident vraiment les gens à savoir où est-ce que ça va une matière. Est-ce que ça va dans le bac à compost, le bac de recyclage? Est-ce que je dois aller le porter dans un point de dépôt particulier? Et ça permet justement de voir les distinctions qu'il peut y avoir d'une municipalité à l'autre. Le bouchon de liège qui est accepté à un endroit, peut-être pas à un autre, peut-être pas dans une autre ville. Donc, on y voit plus clair. On trouve nos réponses dans l'application Ça va où. Et vous accompagnez aussi les entreprises. Oui, on accompagne les entreprises par différents moyens. On offre autant des outils, parfois même des conférences, des formations dans différents événements sectoriels, mais on a aussi des programmes d'aide financière où est-ce qu'on a pu soutenir à travers le temps des beaux projets, soit pour amener la récupération des matières organiques dans les entreprises, réduire le gaspillage alimentaire, pour moderniser certains équipements, favoriser l'éco-conception, réduire le plastique à usage unique. On en a fait vraiment beaucoup à travers le temps. Puis on va continuer d'en mettre en place pour accompagner les entreprises dans ce changement-là et cette transition circulaire. Et avec la nouvelle génération, des nouveaux outils technologiques sont développés régulièrement durant l'année. Vous accompagnez aussi les enseignants dans l'enseignement de tout ce qui est l'éco-responsabilité. Bien, on essaie de leur donner, de fournir le plus d'outils possible. Puis on sait qu'il y a beaucoup de personnel enseignants qui viennent nous voir parce qu'ils aiment ça parler de recyclage, de récupération, de réemploi avec leurs jeunes. Puis tout récemment, cet automne, on a lancé un jeu dans l'application mobile Ça va où pour un peu plus ludique, pour justement trier ces matières, avoir l'information, est-ce qu'on a eu bon, est-ce qu'on a des pros du recyclage ou on ne l'est pas, ou du compostage. Donc, tous ces bacs qu'on a à la maison. Puis on peut tester ses connaissances et devenir un expert aguerri. Et en terminant, vous avez aussi une annonce à faire par rapport à janvier 2025. Donc, les règles vont un peu changer. Oui, en fait, depuis le 1er janvier 2025, c'est la mise en place là, de la modernisation de la collecte sélective. Collecte sélective, c'est le bac bleu là, qui est récupéré au coin de sa rue. Donc, ça devient sous responsabilité élargie des producteurs. C'est un gros mot, ça, pour dire, en fait, que tous les contenants, les emballages, les imprimés qui sont mis en service, c'est les producteurs de ces matières-là qui sont responsables du recyclage en fin de vie. Ils sont regroupés sous une organisation qui s'appelle Éco-entreprise Québec, que Recycle Québec a nommée pour prendre en charge toute l'opération de cette modernisation qui va amener un peu plus d'uniformité à travers les villes et simplifier le geste citoyen. Maintenant, on se pose plus la question, est-ce qu'il y a un petit triangle avec un numéro, j'ai pas mes lunettes, j'arrive pas à voir? On se posera plus la question. Si c'est un contenant, un emballage, un imprimé, dès le 1er janvier, on le met au bac de récupération. Et pour tous les détails, l'application est toujours là aussi pour répondre à des questions et votre site web. Exactement. Donc, le www.recycle-québec.gouv.qc.ca. L'application Ça va où pour plein de trucs et astuces pour réduire, réutiliser et recycler. Merci, Mme Champagne. Merci à vous.
L'automne achève, l'hiver est à nos portes. Madame Desrochers, thérapeute du sport, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler un peu de la profession et des rappels à faire pour la saison hivernale. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un thérapeute du sport? Oui, bien, un thérapeute du sport, dans le fond, c'est un professionnel de la santé qui va traiter les gens actifs, les gens sportifs, les athlètes, pour les aider à sortir de leurs blessures puis à retourner au sport ou à leurs activités le plus rapidement possible et de façon sécuritaire. Donc, les champs vraiment d'expertise, c'est au niveau des sports de toutes les générations, autant les plus petits que les plus âgés. Oui, exactement. Puis on parle de sport, mais on parle de gens actifs. Fait que dès que la personne s'engage, mettons, à marcher à toutes les semaines sans que ce soit un sport encadré, ça rentre aussi dans notre champ de pratique. Fait que ce soit des enfants à l'école, en parascolaire, en sport-études, des athlètes confirmés, des athlètes de fin de semaine, des gens actifs ou juste sportifs d'occasion, on est capable de soigner toute cette population-là. Et à quoi on peut s'attendre en tant qu'agrément? Parce qu'il faut être agréé pour pouvoir faire ce métier-là. Donc, il y a toute une formation qui vient avec. Oui. C'est une formation à l'université qu'on a. Il y a un baccalauréat et il y a maintenant une maîtrise aussi à l'université. Puis ensuite, il faut faire un examen d'agrément qu'on appelle au niveau de l'Association des thérapeutes du sport du Canada. Association canadienne des thérapeutes du sport, en fait, je devrais dire, qui est pan-canadien. Puis il faut vraiment réussir cet examen-là pour avoir notre droit de pratique au niveau canadien. Fait qu'autant au niveau Québec qu'au niveau Canada. Donc, en tant que thérapeute du sport, ça vous permet, entre autres, aujourd'hui, de venir faire un rappel pour nos téléspectateurs sur les bonnes conduites à adopter avant et après un entraînement physique. Oui, exactement, parce que c'est le fun de faire du sport, c'est le fun d'être actif, mais il faut se rappeler que ça peut engendrer des blessures. Plus on est échauffé avant, plus notre corps est prêt à faire de l'activité physique, moins on a des risques de se blesser. Et l'inverse est vrai aussi après. On finit l'activité physique. C'est le fun de faire un retour au calme, un petit cool-down, entre guillemets, là, qu'on appelle, pour que le corps puisse se reposer, se relaxer et avoir une meilleure récupération après. Être capable d'enlever un petit peu les tensions musculaires, l'acide lactique, puis vraiment de récupérer d'une belle façon. Oui, parce qu'on pense beaucoup aux sports d'hiver comme le ski, la raquette, mais le pelleter la neige peut être aussi un sport en soi. Oui, effectivement. Si on décortique le pelletage, là, le fait de se pencher, de tourner, de pousser la neige, de soulever la neige, si on ne le fait pas de la bonne façon, si le corps n'est pas réchauffé, s'il n'est pas prêt, si ça fait longtemps qu'on n'a pas pelleté puis qu'on se dit « OK, il y a une grosse bordée de neige, je vais le faire tout d'un coup », ça peut engendrer des blessures. Puis en tant que tel, ça ressemble beaucoup au mouvement qu'on fait dans un sport en tant que tel. Et quels sont les sports que vous voyez le plus souvent à risque de blessure? Bien, c'est sûr qu'il y a tous les sports, le hockey, il y a beaucoup de blessures au hockey, mais on parle des sports de glisse aussi, le ski, la planche à neige, même le ski de fond qui est un sport répétitif. Puis on peut extrapoler un petit peu puis aller voir la glissade, le pelletage, juste la marche en montagne en raquette. Si on n'a pas de crampons, c'est glissant l'hiver, on peut se faire mal. Fait que il y a vraiment une grosse panoplie de sports qu'on peut vraiment... Tous les sports, en fait, ont un risque de blessure et tous les sports ont des blessures différentes reliées au mouvement qu'on fait. T'sais. Fait que le sport en patin de vitesse, mettons, va être différent que les blessures en hockey, même si les deux sont sur glace, sur patin. Fait que c'est vraiment le fun. C'est vraiment intéressant de décortiquer le sport puis de voir quelle blessure qui est plus reliée à chaque sport. Et en terminant, vous avez un site web quand même assez impressionnant côté information au public. Comment on peut aller faire la visite de ce site web? En fait, c'est par le site de la Corporation des thérapeutes du sport du Québec, la CTSQ. Donc, le site, c'est www.ctsq.qc.ca. Puis ça donne vraiment beaucoup d'informations sur comment trouver un thérapeute du sport, qu'est-ce que ça fait un thérapeute du sport, c'est quoi la mission d'un thérapeute du sport, mais aussi sur les commotions cérébrales, il y a vraiment une grosse section dans le site Internet qui parle des commotions cérébrales, quoi faire si on a une commotion cérébrale, autant chez les étudiants que chez les adultes, comment faire un retour au sport. Fait que c'est vraiment très, très bien fait. Puis aussi d'autres informations là, sur c'est quoi la profession, puis qu'est-ce que ça fait exactement là, un thérapeute du sport. C'est vraiment complet comme site Internet. C'est vraiment intéressant, je crois. Merci beaucoup, Mme Desroches, pour toutes ces informations. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation.
Le 27 novembre dernier avait lieu la toute dernière séance du Conseil de la MRC-VR. Et on reçoit aujourd'hui Mme Marlène Nadeau. Vous êtes préfète à la MRC-VR et mairesse de Saint-Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour, Mme Biot. Pour une dernière fois, cette année, on va passer à travers les faits saillants de cette dernière séance. Oui. Tout d'abord, une invitation le 17 janvier prochain. Exactement. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle Rouge, jaune, vert, qui porte sur le milieu agricole. Donc, comme on sait qu'on est constitué de 86 de territoire agricole dans la belle vallée du Richelieu, c'est un événement à ne pas manquer. C'est un coût de 10 $. Donc, ça se donne bien en cadeau de Noël. Et tous les détails sont disponibles sur lepointdevente.com pour cet événement-là. Maintenant, il y a 3 ententes qui ont été acceptées également. Exactement. En fait, il y a eu la proposition d'entente sectorielle de développement pour l'économie et de la main-d'œuvre en Montérégie. Ensuite, on a aussi l'entente en services et en ressources qui va être aussi avec Montérégie économique incorporée. Et pour finir, avec le ministère de la Culture et des Communications, on a conclu une entente de développement culturel triennal, donc pour les 3 prochaines années. Puis, vous avez déposé une demande d'analyse là, auprès du ministre de la Sécurité publique là, concernant les coûts liés à la SQ. Exactement. Donc, on a envoyé une demande à François Bonnardel, en fait, qui voit à la gestion de la Sûreté du Québec pour essayer de freiner la hausse des coûts que les petites municipalités ont suite à la réception de leurs factures là, de la Sûreté du Québec. Oui, donc ça touche les 4 municipalités du Nord. Exactement. Donc, c'est nos 4 plus petites de la vallée. Donc, on vient en soutien à eux dans leur demande. Oui. Le 2 novembre 2025, ça semble loin, mais ça s'en vient vite Oui. quand même. Donc, prochaines élections municipales. Puis là, il y a des outils disponibles pour les citoyens. Exactement, Mme Biot. En fait, nos 2 associations, la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec, ont développé des outils et ont tout d'abord fait des déclarations que nous avons adoptées à la MRC et prochainement dans nos municipalités et nos villes. Donc, c'est des outils, autant pour aider à se porter candidat que de vouloir avoir du mentorat pour pouvoir s'initier dans ce beau monde municipal. Donc, il y a eu la déclaration élue pour bâtir nos communautés et aussi il y a eu le sommet sur la démocratie avec l'UMQ. Et cette déclaration-là vient aussi essayer de dire aux prochains candidats et candidates qu'il faut vraiment ne pas tolérer aucune forme de violence, que ce soit verbale, que ce soit par les réseaux sociaux, qu'il y a maintenant des systèmes de protection pour nous. Donc, il y a quand même, je vous dirais, des outils très intéressants pour ceux et celles qui veulent commencer dans le monde municipal. Donc, c'est déjà disponible. Exactement, sur les sites des unions. Et aussi, vous allez voir les promotions là, prochainement là, sur les médias sociaux. Oui. Très intéressant. Maintenant, au niveau de l'aménagement du territoire et de la mobilité, un nouveau fonds de microcrédit agricole. Bien, en fait, on l'avait déjà, mais on a une nouvelle personne qui vient siéger. En fait, ce comité va vraiment aider les entreprises en démarrage et même en pré-démarrage. Donc, c'est Mme Michelle Mme Michelle Breton qui va siéger sur ce comité en tant que représentante de l'UPA. Oui, vous avez également accepté l'offre de partenariat avec Alus Montérégie. Oui, ça, c'est vraiment intéressant car on sait que c'est pour développer des formes d'agriculture là, vraiment innovantes, axées sur l'agro-environnement. Donc, Alus Montérégie, on développé un programme et on veut participer pendant 5 ans à la hauteur de 5 000 par année comme MRC. Oui. Maintenant, parlons budget. Oui. Parlons budget. Donc, les prévisions budgétaires 2025, vous avez, en fait, ça a été adopté par les membres de la MRC-VR. Oui, comme à chaque année, et nous avons travaillé très fort, et surtout avec l'administration et l'équipe de la MRC, pour essayer de vraiment boucler le budget. Donc, que ce soit pour la collecte des transports, des matières organiques, sur le transport, l'élimination, tout ce qui se passe, entre autres aussi, à l'éco-centre, l'aménagement des cours d'eau. Puis aussi, on a ajusté, en fait, certains fonds qu'on a développés à la MRC. Donc, on veut vraiment bonifier aux bons endroits.
Oui. Maintenant, au niveau matière résiduelle, rapidement, il y a 2 nouveaux types de contenants là, qui vont être récupérés à l'éco-centre. Exactement. Nous avons les contenants pressurisés à usage unique qui vont être perçus là, à l'éco-centre, ainsi que la vente de métaux usagés récupérés à l'éco-centre. Donc, maintenant, on a trouvé quelqu'un qui est preneur. Donc, ça va pouvoir nous aider à amoindrir aussi le coût là, par porte là, avec cette récupération des métaux. Et on termine avec une bonne nouvelle, un partenariat avec Connexion Nature. Exactement. Pour un aire protégé qui est situé à Saint-Charles-sur-Richelieu, on est bien content d'appuyer leur demande. Oui, une belle façon de terminer l'année. Merci, Mme Nadeau, d'être passée à nos studios. Merci, joyeuse fête. Merci. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. On vous invite à vous rendre sur tvr9endirect.com pour découvrir une entrevue de près d'1 heure avec M. Pascal Bigras de Nature Action Québec, durant laquelle nous abordons l'historique de l'organisme et mettons en lumière ses initiatives innovantes et avant-gardistes en environnement, appuyées par des scientifiques chevronnés et des experts inspirants. C'est à ne pas manquer et sur ce, bonne semaine à tous.